Seika était l'exorciste le plus puissant, trahi, il a choisi de se réincarner pour une vie tranquille. Mais tout bascule quand il retrouve ses pouvoirs d'antan, alors il dégomme les méchants le jour et les vilains la nuit avec une efficacité redoutable. L'histoire commence il y a des années, dans un monde où Seika était un exorciste surpuissant, mais son immense pouvoir a effrayé les humains qui ont envoyé son élève préféré pour l'éliminer. Quelle ingratitude! Seika a compris qu'il avait encore une faiblesse, il a donc utilisé un puissant sort de réincarnation pour recommencer dans un nouveau monde. Né dans la famille d'un duc puissant, son père, Blaise, le place dans un cercle magique pour découvrir son affinité. Seika ne déclenche aucun élément, son grand frère, Gley, le traite alors de paysan sans valeur qui n'a eu de la chance que de porter leur nom, car Blaise n'a pas su se tenir, un vrai petit prince charmant. Mais Seika sait qu'il ne peut pas utiliser la magie car il a toujours ses pouvoirs d'exorciste d'avant, alors il sort, transforme des Shikigami-feuilles en animaux et les envoie explorer ce nouveau monde, ni vu, ni connu. Des années plus tard, c'est son anniversaire mais personne ne le fête, sa mère était une des maîtresses de Blaise et il est toujours traité comme un esclave illégitime. Un jour, Blaise décide d'entraîner Gley et son fils aîné, Ruff. Seika demande s'il peut au moins regarder et on le lui permet enfin. Ruff tire le premier sur une cible, puis Gley fait de même. Il se moque de Seika, lui demandant s'il veut prouver sa valeur à leur père. Ruff tente de l'arrêter, mais Seika accepte. Il prend la baguette de Gley et crée une flamme bleue qui pulvérise la cible. Blaise en reste bouche bée. Il dit qu'il existe de rares cas où des gens nés sans magie apprennent à lancer de puissants sorts. Là-dessus, Seika demande s'il peut étudier la magie à l'Académie royale, là où ses frères iront. Mais Blaise refuse, lui disant qu'il n'aura qu'un tuteur. Les mois passent, Seika continue d'apprendre tout ce qu'il peut sur ce nouveau monde. Finalement, il devient assez fort pour invoquer Yuki, une puissante Ayashiki qu'il avait soumise dans sa vie antérieure. Dès que Yuki apparaît, elle saute avec enthousiasme sur sa baguette magique et jacasse à quel point il lui a manqué. Pour ne pas être découvert, Seika pense la renvoyer, mais elle se transforme en familier renard et promet de rester cachée. Le lendemain, Seika voit Gley dire à Ifa de venir dans sa chambre plus tard pour un entraînement spécial. Alors il intervient pour la protéger et bloque sans effort le coup de poing pathétique de Gley. Après le départ de Gley, Ifa remercie Seika puis lui demande son aide et l'emmène voir une créature blessée. Elle veut qu'il la sauve, mais Seika lui demande de détourner le regard pour qu'il puisse utiliser un puissant sort de transfert. Après que la créature s'enfuit, Ifa commence à louer Seika, mais il sent qu'elle a aussi des capacités. Ifa essaie de rire pour masquer, mais quand Seika lui dit d'arrêter la comédie, elle invoque des orbes flottants, des élémentaires, et explique qu'il l'aide parfois avec les tâches ménagères. Seika réalise qu'elle a assez de pouvoir pour devenir son allié, il lui apprend donc à contrôler une flamme élémentaire. Ils passent les mois suivants à s'entraîner dès qu'ils le peuvent. Environ un an plus tard, Seika subit un autre anniversaire sans histoire, mais en rentrant, Gley et Ruff l'arrêtent pour lui demander s'il veut se joindre à leur entraînement à l'épée. Gley dit qu'il devrait être ravi, car seule l'armée accepterait un bon à rien sans pouvoir comme lui. Juste à ce moment, les serviteurs se précipitent pour annoncer qu'un énorme monstre se dirige vers le domaine. Après avoir ouvert les fenêtres et réalisé que c'est une bête surpuissante, le Triton ancien, Gley prend ses jambes à son cou. « Pourquoi tu cours ? Pourquoi tu cours ?» Pendant que Ruff dit à tout le monde de se réfugier plus profondément dans le manoir, Seika, lui, court dehors parce que Ifa est en danger. Heureusement, elle utilise la flamme élémentaire pour bloquer l'attaque du Triton ancien, ce qui surprend Seika. Pendant qu'elle se met en sécurité, Seika attire le Triton ancien devant le domaine. Ruff voit ça et pense que Seika va avoir des funérailles anticipées, mais Seika déchaîne alors une flamme empoisonnée qui anéantit le Triton ancien. Après un bref moment de choc, tout le monde dans le manoir commence à louer Seika, tandis que Gley continue de se faire dessus sous une table. Blaise revient à temps pour voir l'exploit légendaire de Seika, alors il organise un festin pour célébrer. Pendant qu'il mange, il demande à Seika comment il a su utiliser la flamme empoisonnée, et Seika prétend qu'il vient de lire un truc là-dessus. Blaise salue ses efforts et décide de le récompenser, alors Seika demande la permission d'étudier à l'Académie de magie de Lodonia. Après s'être souvenu de toutes les fois où il a vu Seika étudier, Blaise accorde la requête, choquant Gley qui tente immédiatement de protester. Juste à ce moment, Seika demande si Ifa peut aussi le suivre à l'Académie, mais Blaise refuse car elle n'a aucun talent magique. Cependant, après avoir demandé une chance de prouver son utilité, Seika dit à Ifa d'utiliser les élémentaires de flamme comme ils l'ont pratiqué. Après qu'elle utilise avec succès un sort de flamme de rang moyen, Blaise accepte de la laisser aller à l'académie aussi.
Blaise lui rappelle aussitôt que leur famille n'a jamais envoyé deux fils sur la même voie et qu'il fut le premier à obtenir la permission d'étudier à l'académie. Blaise convient que deux frères ne peuvent ne faire la même chose, mais il dit ensuite à Gley de rejoindre l'armée puisqu'il a plus de muscles que de cervelle. Furieux, Gley soutient qu'il mérite d'aller à l'académie plus que Seika jusqu'à ce que Blaise lui rappelle comment il a passé la dernière année à faire des bêtises avec ses amis. Gley défie alors Seika en duel pour décider qui ira à l'académie. Après que Seika accepte, Blaise décide d'organiser le duel demain à midi et ils n'ont pas le droit d'utiliser de sorts de haut niveau ni de vraies épées. Quelques heures plus tard, Yuki demande à Seika s'il prépare de nouveaux Shikigami pour éliminer Gley, mais il dit que ça n'ira pas jusque-là. Après avoir entendu frapper à la porte, il ouvre et est surpris de voir Ruff qui lui offre alors un cadeau d'anniversaire. Ruff s'excuse aussi de ne pas avoir été un meilleur grand frère au fil des ans et dit qu'il ne savait juste pas comment communiquer. Après que Seika accepte les excuses, Ruff lui demande aussi d'être indulgent avec Gley avant de partir. Seika retourne ensuite à son lit avec la plume de verre et écoute Yuki qui admet que Ruff n'est pas aussi mauvais que les autres nuls de cette famille. Juste à ce moment, Seika sent quelque chose et lui dit de se cacher avant qu'un puissant sort de vent ne fasse exploser les fenêtres. C'est Gley et il veut le duel maintenant. Seika le rejoint dehors et lui demande s'il veut vraiment faire ça. Après avoir dit à Seika d'oublier l'académie, Gley dit qu'ils doivent continuer jusqu'à ce qu'il accepte la défaite et renonce à l'académie. Il dit aussi que Seika a eu de la chance que le Triton ancien soit apparu juste à temps pour le faire paraître fort. Dès que Seika accepte le duel, Gley déchaîne un sort de flamme de haut rang, mais Seika le reçoit comme une pichenette insignifiante. Alors que Gley attaque avec des sorts plus puissants, Seika crée une barrière de lumière pour les bloquer avant d'utiliser un Shikigami pour paralyser complètement le corps de Gley. Il crée ensuite la sensation d'un bras cassé jusqu'à ce que Gley se rende et s'évanouisse. Quand Yuki dit que ça pourrait être dangereux de le laisser en vie après avoir utilisé certains de ses vrais pouvoirs, Seika lui rappelle que Ruff l'a déjà supplié d'être indulgent avec ce crétin à la cervelle lente. Il se souvient alors quand Gley l'a traité de chanceux et sourit car il planifiait cette nuit depuis plus de 6 mois. À l'époque, il avait invoqué un autre puissant Ayashiki nommé Bongs et l'avait chargé de trouver le Triton ancien et de le chasser de son nid. Alors qu'il relève Gley, Yuki demande pourquoi il ne prend pas simplement ce qu'il veut puisque les humains de ce monde sont faibles. Seika lui rappelle que ces mêmes humains faibles l'ont vaincu dans sa vie précédente. Cette fois, il veut devenir l'un d'eux et apprendre tout ce qui est possible pour ne plus jamais être vaincu. Plusieurs semaines plus tard, lui et Yifa se préparent pour leur voyage à Lodonia. Ruff remarque qu'il a fait étudier Yifa toute la nuit. Après que Ruff leur transmette un message de Blaise, il monte dans la calèche et Seika donne à Yifa un collier rempli de pierres magiques pour qu'elle puisse attirer plus d'élémentaires. Quelques jours plus tard, Seika tombe malade d'être trop longtemps sur la route, mais Yifa lui dit de se réjouir car ils sont enfin aux abords de la ville académique. Peu après, ils trouvent une auberge pour la nuit et Seika dit à Yifa qu'il lui a pris une chambre à côté de la sienne pour qu'elle n'ait pas à se soucier du logement. Cependant, après lui avoir rappelé qu'elle est maintenant son esclave personnelle, Yifa demande si elle devrait venir pour une visite spéciale dans sa chambre ce soir. Le nerd inexpérimenté pense qu'elle parle de dîner, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter puisqu'il est déjà rassasié. Après son départ, Yuki s'énerve et dit que Yifa essaie juste de lui croquer le morceau, mais Seika l'ignore et dit qu'elle ne peut pas savoir ce que Yifa veut. Yuki insiste qu'elle veut juste s'amuser et dit à Seika de passer du temps à apprendre sur les filles, car il n'a clairement aucune idée de ce qui l'attend à l'académie. Le lendemain, à l'académie, Seika remarque une mare de magie mais décide de l'ignorer pour qu'il puisse commencer l'examen. L'examinatrice, Karen, explique ensuite comment l'orbe magique les évalue en fonction des éléments pour lesquels ils ont une affinité. Après que Yifa pose sa main et déclenche les éléments vent et feu, Seika pose la sienne et ne parvient à éveiller aucun élément. Les autres étudiants l'accusent immédiatement d'utiliser les relations de sa famille pour entrer à l'académie, ce qui contrarie Yifa. L'instant d'après, une roturière nommée Amu s'approche et manque de faire exploser l'orbe avec ses capacités magiques latentes juste pour aider Seika à passer ce cap. Il la remercie, mais elle lui dit de garder ses remerciements car elle déteste aussi les nobles riches qui utilisent leurs relations pour contourner le système. Après qu'elle lui dise de ne pas se mettre en travers de son chemin et parte, Seika réalise qu'elle est quelqu'un qu'il connaissait dans sa vie précédente. Après avoir terminé les examens écrits, Yifa s'inquiète de ne pas réussir, alors Seika lui dit de se concentrer sur l'examen pratique. Il aperçoit ensuite Amu passer avec une épée, ce qui le rend curieux car elle est déjà incroyablement puissante sans. Quelques minutes plus tard, ils se dirigent là tous vers les examens pratiques et le professeur, Cordell, explique qu'ils doivent attaquer autant de cibles que possible avec leurs capacités.
Après que plusieurs étudiants utilisent les seuls éléments pour lesquels ils ont une affinité, Yifa s'avance et utilise la flamme élémentaire pour incinérer sa cible. Cela choque déjà tous les spectateurs car son niveau de magie est très bas, mais elle va plus loin en déchaînant un puissant sort de vent qui pulvérise complètement la cible suivante. Voyant le regard choqué sur tous les visages, elle s'excuse d'en avoir trop fait et demande à Seika si c'était bien. Seika lutte alors pour retenir ses larmes car il ne s'attendait pas à ce que son élève devienne si puissante en si peu de temps. Sur ce, il s'avance pour son tour, et tout le monde s'attend à un spectacle humiliant puisqu'il n'a aucune capacité magique. Cependant, quand il utilise ses flammes bleues pour enflammer la première cible, leur mâchoire tombe au sol de stupeur. Seika ne bronche presque pas et cristallise la cible suivante avec un sort que Cordell n'a jamais vu. Cette fois, Cordell demande un temps mort et lui demande ce qu'il vient de faire. Alors Seika invente un nom pour le sort puisqu'il ne peut pas leur dire ce qu'il a réellement fait. Pour sa dernière cible, Seika commence à manipuler l'eau comme s'il venait de débloquer l'état d'avatar et agit comme si c'était un jeu d'enfant. Pendant que Cordell et les autres étudiants se demandent quel genre de phénomène il est, Yifa, elle, est ravie de voir que ses immenses pouvoirs ont enfin fait taire les mauvaises langues. Plus tard, ce jour-là, Karen rencontre Cordell pour discuter de l'examen et après qu'il explique ce que Seika et Yifa ont fait, elle est choquée car leur capacité ne devrait même pas être possible pour des personnes avec une magie si faible. Cependant, Cordell dit que le plus surprenant fut son élève, Amu, qui a facilement détruit des cibles avec chaque élément. Là-dessus, Karen dit qu'elle pourrait être la héroïne des légendes destinée à vaincre le roi démon. Quelques jours après, les résultats sont publiés et Seika est choqué de voir qu'il est classé en dessous de Yifa. D'autres jours passent et ils reçoivent enfin l'accueil officiel en tant qu'étudiants de l'académie. Ce soir-là, ils se présentent à la cérémonie d'entrée, mais Yifa aperçoit un tas d'élémentaires sombres volés autour. Ils décident de les suivre et aperçoivent un énorme cercle magique, ce qui met Yifa mal à l'aise. Seika sait aussi que quelque chose se prépare, alors il dit à Yifa de l'ignorer tout en libérant secrètement un Shikigami pour le surveiller. Quelques minutes plus tard, ils rejoignent tout le monde dans le hall et pendant que Seika se goinfre, Amu prend la parole pour s'adresser à tous en tant que représentante de l'année. Juste à ce moment, Seika sent le cercle magique s'activer et se prépare au combat juste avant qu'un groupe de démons mineurs ne déchire les portes. Pendant que tout le monde panique, certains professeurs tentent de combattre les démons et manquent de se faire déchirer en lambeaux, mais Amu bloque l'attaque et dit aux faibles de déguerpir. Pendant qu'elle les combat, Seika remarque que les démons se déplacent beaucoup plus lentement que la normale, ce qui lui indique que quelqu'un les contrôle à proximité. Utilisant le Shikigami de tout à l'heure, il repère le lanceur et dit à Yifa de fuir si elle ne peut pas se battre car il doit s'occuper de ça. Utilisant un sort de téléportation, il rattrape le démon qui le félicite alors d'avoir eu le cran de l'affronter seul. Cependant, il traite toujours Seika de stupide et envoie 3 démons après lui. Après avoir facilement éliminé les 2 premiers, Seika scelle le 3e pour son usage personnel plus tard. Cela fait réaliser au démon Gul qu'il n'a pas affaire à un étudiant ordinaire. Alors que Seika continue de sourire, Gul déchaîne un barrage d'attaques, mais Seika les évite facilement jusqu'à ce que Gul téléporte l'une des épées et manque de lui couper la tête. Sentant le danger, Seika décide de se concentrer sérieusement. Mais après avoir esquivé une autre attaque, Gul se téléporte et lui arrache un bras au passage. Malgré cela, Seika se contente de sourire et demande enfin à Gul ce qu'il veut. Gul dit alors qu'il vise le héros légendaire destiné à vaincre le seigneur démon. Seika demande s'il parle des histoires transmises au fil des ans, mais Gul le traite de fou de penser que la légende est inventée. Il assure à Seika que le héros est réel et serait une fille rousse surpuissante. Cela fait que Seika lâche le nom d'Amu, alors Gul le remercie de lui faciliter la tâche. Il tranche ensuite la tête de Seika et le félicite encore une fois d'être un bon combattant. Cependant, alors qu'il se tourne pour partir, Seika se reconstitue comme si rien ne s'était passé. Gul lui assène immédiatement un autre coup puissant, mais Seika se ranime encore. Alors Gul promet de continuer jusqu'à ce qu'il tombe pour de bon. Cette fois, cependant, Seika attaque avec un puissant sort d'eau avant d'invoquer un Ayashiki de foudre pour finir le travail. Malgré cela, Gul survit et parvient à transpercer le bras de Seika, mais ce n'était que le plan de Seika pour le rapprocher suffisamment. Après l'avoir affaibli, Seika invoque Mizushi, un Ayashiki dragon extrêmement puissant qui transforme ensuite le démon en un rapide encas nocturne. L'instant d'après, Seika réalise que Mizuchi veut s'échapper, alors il déchaîne ses Shikigami pour ramener le dragon enragé dans sa dimension prison. Après que Yuki apparaisse enfin et explique qu'elle s'est cachée pour ne pas le retenir, ils retournent à la salle de fête où Amu a empilé tous les démons mineurs comme des dominos. Voyant cela, Seika réalise qu'il veut seulement la protéger de l'ombre pour qu'elle puisse briller comme la plus forte de ce monde. Un mois après l'attaque des démons, Seika arrive à l'académie pour être immédiatement accueillie par Yifa. Seika n'a qu'un seul but dans cette nouvelle vie, se lier d'amitié avec quelqu'un de fort et en récolter les bénéfices comme une sangsue typique.
Il essaie de se lier d'amitié avec Amu car elle est la boss de fin des étudiants pour le moment. Il la salue mais elle est froide et lui demande de se taire à jamais. Seika et Yifa continuent de marcher vers la classe quand soudain une marmite apparaît au-dessus d'eux et se renverse. Ils sont presque cuits, littéralement, jusqu'à ce que Seika utilise une sorte de jutsu de substitution en papier pour les téléporter juste à temps. Le professeur Cordell sort de sa fenêtre et s'excuse de jouer avec sa nourriture, expliquant que c'est un mélange dégoûtant de sang de monstre et de minéraux pour sa recherche. Il a essayé de le déplacer avec de la magie mais a échoué car il est un utilisateur de magie de lumière, donc il n'est pas vraiment une lumière en magie noire. Il s'excuse encore et s'en va, alors Seika et Yifa vont en classe. En classe, le professeur annonce que l'anniversaire de l'académie approche, donc les deux meilleurs étudiants, Amu et Yifa, doivent aider à un rituel. Elles doivent emmener la liste des nouveaux étudiants à un temple forestier pour la faire bénir. Seika trouve ça risqué, se souvenant du combat de démons là-bas, et demande ce qui se passe si un étudiant refuse. Le professeur répond que si c'est le cas, alors il était le suivant sur la liste. Seika dit à Yifa de céder sa place, ce qui choque les autres étudiants, mais il dit qu'une esclave ne devrait pas s'occuper de quelque chose d'aussi important. Après la classe, il s'excuse auprès de Yifa, et elle réalise qu'il essaie juste de détourner l'attention d'Amu, que tout le monde commence lentement à détester après le combat contre les démons. Yifa se demande si Amu est son genre, et Seika dit qu'il essaie juste d'être son amie parce qu'elle est la plus forte. Yifa devient jalouse et dit qu'elle peut devenir forte aussi, mais Seika explique qu'Amu sera si forte que tout le monde la craindra et l'admirera en même temps. Quelques jours plus tard, Seika récupère la liste et se dirige dans la forêt avec Amu. Amu est méfiante, pensant qu'il la drague même s'il a Yifa, mais Seika dit que c'est juste un malentendu et qu'il ne se passe rien. Donc il n'est absolument pas en train de se constituer un harem de puissantes magiciennes. La tête d'Amu lui fait soudainement mal et Seika remarque un cercle magique qui les entraîne soudainement dans un donjon. 3 hommes lézards apparaissent, mais Amu se précipite sur eux avec une boule de feu et les anéantit comme si c'était un échauffement de bottes. Un ogre apparaît derrière elle pendant qu'elle est occupée à farmer son aura, mais Seika lui fracasse immédiatement la tête avec un pilier en bois avant qu'aucune aura ne soit perdue au combat. Amu se demande d'où diable il sort ce sort, alors il lui dit que c'est un entraînement de lampe sonde. Après cela, ils commencent à explorer le donjon et Seika éclaire le chemin avec des talismans collés au plafond. Yuki lui demande ce qu'il fait et il répond qu'il laisse une trace pour que ses Shikigami en surface puissent, espérons-le, les trouver et les aider à s'échapper. Juste à ce moment, d'autres monstres apparaissent et Amu redevient hystérique mais elle se fait prendre au dépourvu et est assommée. Alors Seika se précipite poignardant les monstres avec des pieux en bois. Voyant qu'Amu est inconsciente, il invoque une scolopendre géante qui anéantit le reste. Après un certain temps, Amu se réveille et est choqué que tous les monstres soient morts. Sa tête lui fait toujours mal, mais Seika érige une barrière, ce qui la soulage. Il dit que ça bloque les malédictions et demande quand le mal de tête a commencé. Elle dit que c'est depuis qu'elle a rejoint l'académie, mais elle n'a trouvé aucune marque, donc ce n'est probablement pas une malédiction. Seika dit que certaines malédictions se cachent dans des endroits qu'elle ne peut pas voir, ce qui l'inquiète. Elle lui demande de se retourner pour qu'il ne voit pas de fonctionnalité premium coûteuse gratuitement, puis elle se déshabille pour qu'il puisse vérifier, mais il ne trouve toujours aucune marque. Il dit que ça pourrait être caché différemment, puisque la barrière l'arrête, ça doit être une sorte de malédiction. Amy se demande si elle restera coincée pour toujours, mais Seika crée un double d'elle avec un de ses cheveux annulant la malédiction. Ils discutent et Hanyu demande des nouvelles de Yifa, prétendant qu'elle est amoureuse de lui, mais Seika dit qu'ils sont juste de la famille, ce qu'Hanyu trouve hilarant. Parce qu'un noble qui appelle un esclave famille, c'est le cliché gênant par excellence. Seika dit qu'il a toujours été traité comme un paria et Yifa était la seule à avoir agi normalement avec lui. Amu parle un peu de sa famille, mais c'est un sujet sensible, alors Seika lui demande ce qu'elle aime faire à la place et elle répond « se battre ». Elle adore se battre depuis toute petite, même si ses parents trouvaient ça bizarre, et la plupart des autres avaient peur de se blesser ou d'être renvoyés à leur créateur. Une fois, elle faisait partie d'un groupe où la moitié a été anéantie, mais elle en voulait plus, et tout le monde la prenait pour une psychopathe. Elle est venue à l'académie pour devenir plus forte, pensant que si elle devenait la plus forte, les combats deviendraient ennuyeux et elle pourrait être normale. Après avoir combattu les démons, elle s'est trop amusée et pense qu'elle est bizarre, mais Seika lui dit que tout va bien et elle le remercie de l'avoir laissé se défouler. Seika trouve la sortie du donjon et ils atteignent la salle du boss où ils trouvent le serpent final. Le serpent crache de l'acide sur Seika, mais AMU le distrait avec sa lance de vent. Seika le cloue au sol avec une lance métallique et AMU lance une boule de feu provoquant une réaction en chaîne et une explosion, puis le poignarde à la tête, l'achevant.
Après, AMU serre Seika dans ses bras et ils trouvent une épée que Seika lui donne, tandis qu'il obtient un anneau magique. Il s'échappe et raconte tout à la professeure, mais elle ignorait qu'un donjon se trouvait sous le temple, et puisque le cercle magique a disparu, ils ne peuvent pas trouver le coupable. Plus tard dans la nuit, Seika rend visite au professeur Cordell pour lui dire que le pot rose est découvert. Le professeur est surpris, pensant avoir effacé toutes les preuves. Seika lui dit d'arrêter ses tours de passe-passe et de montrer sa vraie forme, car il n'est en fait qu'un humain travaillant pour des démons. Cordell se vante de sa malédiction, mais Seika lui dit qu'il a déjà joué à ces jeux, alors il la lui renvoie, ce qui le fait saigner à mort. Seika est secrètement impressionné qu'il ait créé une malédiction de toutes pièces, mais les malédictions, c'est son truc en tant qu'exorciste. Après, Yuki lui demande comment il savait que le professeur était le coupable. Il explique alors que son Shikigami a trouvé du pollen uniquement de fleurs près du cercle magique. Maintenant qu'il a résolu le problème, il espère pouvoir enfin agir comme un étudiant normal. Le lendemain, il donne à Ifa l'anneau magique pour attirer les esprits élémentaires. Amu apparaît et Seika essaie d'être amical avec elle à nouveau, mais il obtient la même réaction qu'avant, le laissant perplexe quant à la compréhension des femmes dans cette nouvelle vie. Après une année entière, Seika et ses camarades sont maintenant en deuxième année et l'académie organise un festin pour célébrer. Amu remercie Yifa de l'avoir aidé à étudier toute l'année et elle est heureuse de pouvoir enfin profiter de la nourriture et pas d'un buffet à volonté de malédiction démoniaque. Pendant ce temps, Seika surveille toute l'école avec ses talismans, mais aucun démon n'a encore eu le courage d'attaquer. Quand le proviseur adjoint s'approche et leur dit à lui et Yifa d'aller voir la directrice, Aimu plaisante qu'il va enfin être renvoyé, mais Seika a un mauvais pressentiment. Pendant ce temps, une jeune étudiante observe depuis l'ombre jouant les ninjas dans une école remplie de mages. Le lendemain soir, en chemin pour voir la directrice, Yifa se demande à quoi elle ressemble puisque le proviseur adjoint gère pratiquement tout. Ils entrent dans le bureau et voient une petite femme naine qui dit qu'elle s'attendait à ce que Seika soit un gamin arrogant. Seika dit qu'il est surpris qu'un des 7 nains dirige l'académie, mais elle lui dit qu'elle n'aime pas ce terme. Le commentaire de Seika rappelle son oncle à la directrice, mais elle va immédiatement droit au but et dit qu'elle veut qu'il participe au tournoi d'escrime. Elle appelle une autre étudiante nommée Mabel et explique que l'académie a droit à 2 inscriptions, alors elle veut qu'il y aille avec elle. Plus tard, pendant le déjeuner, Amu entend ça et est choquée de ne pas avoir été choisie. Puisqu'elle gagne des combats plus facilement qu'un joueur pay-to-win surpuissant, elle demande pourquoi ils rejoignent un tournoi d'épée, et Yifa lui dit que la magie est autorisée cette année. Amy n'arrive toujours pas à croire qu'elle n'a pas été choisie malgré ses talents à l'épée et en magie. Seika pense qu'elle évite d'envoyer quelqu'un de trop fort pour ne pas le perdre au profit de la garde royale. Amy se demande alors pourquoi il a été choisi à la place de Ifa et Seika dit qu'il n'est pas si extraordinaire, mais Amy ne mord pas à l'hameçon. Plus tard, alors qu'il traverse le jardin, il parle de Mabel et Amy suppose que c'est une noble qui a obtenu sa place grâce à des connexions de népotisme folles. Pendant qu'il parle, Mabel apparaît soudainement et dit qu'Amu n'a pas été choisie parce qu'elle est faible. Amu se met en colère instantanément et prend des épées d'entraînement à des types bizarres à proximité. La défiant, elles prennent leur position et Seika remarque que Mabel semble aussi confiante qu'Amu avec l'épée. Ifa se demande s'il devrait les arrêter, mais Seika veut regarder, alors il déclenche le combat et AMU attaque la première, mais Mabel bloque facilement et riposte. Amu est immédiatement dominée et tombe au sol. Mabel se moque d'elle et Amu se plaint qu'elle a utilisé la magie. Mabel dit qu'Amu est faible parce qu'elle s'attend à des secondes chances et elle avertit aussi Seika de se retirer du tournoi s'il ne le prend pas au sérieux. Seika la remercie pour l'avertissement et elle part avec toute l'aura qu'Amu a misée. Yifa vérifie ensuite comment va Amu qui se lève et dit qu'elle a pris sa décision et peu après, Seika voyage avec Mabel en calèche vers la capitale. Seika se demande pourquoi Yifa et Aimu les accompagnent. Yifa dit qu'elle y va en tant que sa servante et Aimu est juste heureuse d'être là même si elle n'a eu aucune permission de l'école. Comme d'habitude, Seika commence à avoir le mal des transports et Mabel le traite de pathétique. Aimu lui dit de respecter ses aînés, mais Mabel révèle qu'elle a le même âge qu'eux, mais qu'elle s'est inscrite un an plus tard. Yifa révèle qu'elle s'est aussi inscrite un an plus tard, donc elle est en fait plus âgée que tous, et maintenant Amu comprend pourquoi elle a une telle poitrine généreuse. Mabel dit que l'académie est décevante parce que tout le monde agit sans se soucier de rien, mais Seika canalise son Sherlock intérieur et dit qu'ils sont tous encore en pleine croissance. Ils arrivent enfin à la capitale et Seika est toujours malade du voyage. Ifa suggère qu'il aille se reposer à l'auberge, mais Seika insiste pour vérifier l'arène d'abord afin de voir le tableau du tournoi. Quelques minutes plus tard, il vérifie et voit que si lui et Mabel continuent de gagner, ils se rencontreront en demi-finale. Après avoir confirmé cela, il va enfin à l'auberge pour se reposer. Yifa veut rester avec lui, mais il lui dit d'aller explorer la ville avec Amu à la place. Amu plaisante qu'il a besoin de son moment spécial seul, mais il lui dit d'arrêter d'être bizarre.
Après leur départ, Seika décide de comprendre pourquoi l'académie l'a choisi lui plutôt qu'Amu. Le jour du tournoi, l'annonceur explique que la magie est maintenant autorisée, donc environ la moitié des combattants sont des mages. Chaque combattant reçoit une amulette spéciale qui absorbe les dégâts, et si elle se brise, ils retournent au lobby du jeu. Seika comprend immédiatement que c'est juste une fonction de sécurité pour que les combattants ne soient pas anéantis et ne gâchent pas l'événement, car les concurrents morts ne peuvent pas vraiment divertir la foule. Seika entre dans son premier match et son adversaire est un ancien mercenaire noble appelé le Speedster Chien Fou, un pur épéiste connu pour sa vitesse et ses problèmes de colère. Il a été expulsé de sa famille pour mauvais comportement, alors il est heureux de combattre Seika puisqu'il déteste les nobles et les vierges. L'épéiste méprise les mages, disant que leurs sorts sont lents, mais Seika dit qu'il se sent toujours malade et le type pense qu'il cherche des excuses. Le combat commence et le type poignarde instantanément Seika. Pendant une seconde, on dirait qu'il l'a mis KO en un coup, mais Seika utilise un talisman et apparaît derrière lui. Puis il active un autre sort et projette le type hors du ring. Seika gagne et la foule est confuse car ça s'est terminé si vite qu'ils ont à peine compris ce qui s'était passé. Seika réalise qu'il devra peut-être se retenir davantage, car terminer les combats en un seul mouvement le fait trop remarquer. Plus tard, quand il est seul, Yuki apparaît et lui demande jusqu'où il compte aller, le prévenant de ne pas trop se faire remarquer. Elle dit aussi qu'il utilise beaucoup de talismans, mais il répond qu'il doit le faire, puisqu'il surveille constamment Amu et Yifa. Au prochain match, c'est un gars nommé Bellum contre un certain Kyle, un garde travaillant pour les marchands Rugrok. Le match commence et Bellum se prépare mais remarque soudainement Kyle le fixer. Seika sent immédiatement que quelque chose ne va pas et Kyle avance lentement tandis que Bellum reste figé comme si sa manette s'était déconnectée en plein combat. Kyle s'approche et le poignarde et la foule est choquée un instant mais elle applaudit quand même. Seika se concentre sur Kyle et réalise qu'il a un œil maléfique, une capacité cheatée qui lui permet de maudire les gens juste en les regardant. Quelques instants plus tard, Seika entre dans son deuxième match et son adversaire est un golem géant appelé Labanare, le marionnettiste qui semble n'exister que pour harceler les mages pour gagner sa vie. Son maître commence à se vanter disant que le golem a été spécifiquement construit pour contrer la magie. Alors Seika n'a pas d'autre choix que de se rendre maintenant pour éviter l'embarras. Mais juste après le début du match, Seika invoque secrètement un de ses démons, la belette faucille, et elle tranche le golem comme si c'était Samurai Jack qui faisait son show. Puis, il disparaît avant que quiconque ne puisse le réaliser. Pour tous les spectateurs, on aurait dit que Seika l'avait juste repoussé par la pensée. Alors, la femme est confuse puisque son monstre anti-mage vient d'être supprimé par un mage. Seika lui dit qu'elle devrait se rendre à la place et elle le fait immédiatement, ce qui le déclare vainqueur. Après le combat, alors qu'il entre dans le tunnel comme un champion, il dit à Yuki que c'était un combat serré, mais Yuki est confuse car ça s'est réglé en 5 secondes comme un échauffement. Seika lui dit que les invocateurs sont interdits dans le tournoi, donc si quelqu'un avait remarqué son démon, il aurait été disqualifié, ce qui signifie qu'il vient de commettre une activité démoniaque illégale et s'en est tiré. Quand il revient, Yifa commence à s'inquiéter après avoir vu à quel point Kyle était brutal plus tôt, alors elle pense que Seika devrait abandonner avant que quelque chose de grave n'arrive. Seika lui dit alors qu'il ira bien puisqu'il fait des activités démoniaques suspectes depuis des années, mais Amu se plaint que ses combats se terminent trop vite et sont ennuyeux. Puisqu'il supprime ses adversaires comme s'ils étaient de faibles personnages secondaires, Amu lui demande alors s'il compte rejoindre la garde impériale s'il gagne, mais Seika dit qu'il refusera. Amu se sent soulagée d'entendre ça, même si elle essaie de le cacher, et Seika dit qu'il n'est pas garanti de gagner, mais Amu ne peut même pas l'imaginer perdre. Mabel entre dans son match contre Taolo, un mage de la Terre. Il attaque avec des explosions de roches, mais Mabel les tranche net. Il essaie une magie plus forte et crée des murs pour se défendre, mais Mabel continue de les détruire avec ses dagues comme s'ils étaient faits de papier. Amu se demande comment elle fait, et Seika réalise qu'elle utilise la magie de la gravité pour rendre ses armes plus lourdes, transformant chaque lancer en une attaque mortelle. Mabel se précipite finalement sur lui et détruit son bâton, le forçant à se rendre immédiatement. L'annonceur appelle Mabel l'héroïne imparable, ce qui confond Seika, mais Amy explique que l'héroïne originale s'appelait aussi Mabel et utilisait la même arme, mais les choses ne collent pas. Plus tard cette nuit-là, un type aux cheveux verts envoie un message secret par pigeon, mais Seika l'intercepte. L'homme essaie de l'attaquer, mais Seika le maîtrise facilement et révèle qu'il l'a vu rencontrer un informateur plus tôt. L'homme refuse de parler, alors Seika invoque Satori, un démon qui lit dans les pensées, et tire instantanément l'information directement de son cerveau. Seika apprend que l'homme travaille pour les démons et cible l'héroïne, qui s'avère être Mabel. Après avoir tout confirmé, Seika libère l'homme puis dit à Satori qu'il peut le prendre comme son Happy Meal. Satori mange l'homme vivant et il dit que cela devait être fait car le laisser vivre serait dangereux. Seika découvre qu'il lit dans ses pensées sans permission et le menace immédiatement, ce qui le fait reculer jusqu'à ce que Seika le scelle à nouveau. Yuki apparaît après avoir tout vu et Seika s'excuse de l'avoir effrayé.
Il appelle ensuite son corbeau et vérifie, mais c'est crypté, ce qui l'agace puisqu'il a déjà transformé le seul gars qui pouvait l'expliquer en démon chaos. Pourtant, Seika comprend le plan de l'académie. Laisser Mabel agir comme la fausse héroïne et attirer toute l'attention afin que les démons la ciblent-elles au lieu d'Amu. Yuki demande l'identité de Mabel et Seika suppose que Mabel n'est même pas son vrai nom, mais il ne se soucie pas assez d'enquêter puisqu'elle aide à protéger Amu de toute façon. Le lendemain, Kyle envoie son adversaire aux backrooms en utilisant à nouveau son œil maléfique et un autre étudiant nommé Renus avance aussi puisqu'il peut utiliser les 4 éléments comme l'avatar, ce qui fait immédiatement que tout le monde le met en avant comme s'il était le personnage principal. Renus rencontre Seika et lui dit qu'ils se rencontreront en finale et Seika gagne facilement son prochain combat contre un nécromancien. Mabel gagne aussi son match sans faire grand chose et après un combat, elle confronte Seika et lui demande de se retirer avant leur match de demi-finale, le prévenant qu'elle ne se retiendra pas et pourrait le tuer. Seika refuse. Pendant ce temps, l'adversaire de Kyle se retire, donc le prochain match est Kyle contre Reynaz. Reynaz se buffe avec de la magie de lumière pour résister à l'œil maléfique, et Amu est choqué car ce gars utilise déjà 4 éléments et a maintenant ajouté la magie de lumière aussi, essayant en gros d'assembler tous les Avengers en lui-même. Renus commence à attaquer Kyle en utilisant le feu, le vent, la terre et l'eau, mais Kyle continue d'avancer comme si Renus lançait des cailloux sur un mur. Seika réalise que Kyle utilise la magie de la gravité pour se protéger, tout comme Mabel. Brinas invoque rapidement plusieurs golems pour se défendre, mais Kyle utilise la magie de l'ombre et les détruit tous instantanément. Brinas essaie ensuite d'attaquer directement, mais Kyle le piège avec des ombres, et avant que Kyle ne puisse le découper comme un sushi, les arbitres arrêtent le combat et déclarent Kyle vainqueur. Plus tard cette nuit-là, Seika pense à retourner à l'académie après le tournoi et Yuki lui rappelle de ne pas gagner, car gagner ruinerait leur plan. Alors qu'il essaie de dormir, Yuki se transforme soudainement en sa forme humaine et dit qu'elle veut dormir à côté de lui comme ça, parce que pourquoi pas ? Puis Seika sent que quelque chose ne va pas et remarque Mabel qui observe depuis le toit en utilisant son Shikigami. Il saute vers Yuki pour la protéger, ce qui la rend heureuse, mais soudain Mabel attaque, lançant des couteaux et le plaquant par la fenêtre. Seika s'échappe en utilisant ses sorts et son talisman de double corporel. Quand un ivrogne aléatoire interrompt, elle lui jette quelque chose, puis disparaît immédiatement après. Seika réalise qu'elle a battu en retraite et dit à Yuki qu'ils resteront avec elle pour la nuit. Après un certain temps, Mabel a un vague flashback sur son passé, se souvenant de quelque chose d'obscur impliquant son frère, mais Seika apparaît immédiatement, la remettant en mode combat. Seika lui dit qu'il est seulement là pour parler, mais elle se demande pourquoi il voudrait parler avec quelqu'un qui a failli rendre son sommeil permanent. Seika sait déjà qu'elle n'essayait pas de le tuer, et elle l'admet, disant qu'elle voulait seulement lui casser assez d'eau pour que le prix soit juste la facture d'hôpital. Elle veut qu'il se retire car elle doit atteindre les finales, alors elle lui demande une fois de plus d'arrêter d'être têtue et de s'écarter. Seika révèle alors qu'il sait qu'elle fait seulement semblant d'être Amu, agissant comme un appât pour attirer l'attention des démons, mais Mabel le corrige et dit que sa vraie mission n'est pas de gagner, mais d'être tuée par Kyle afin que les démons croient que l'héroïne est morte. Elle lui dit qu'elle et Kyle ont été élevés par les marchands Rugrok spécialisés dans la transformation de jeunes esclaves en soldats parfaits. Ces marchands effectuent une opération dégoûtante où ils ouvrent le crâne et gravent la magie directement dans le cerveau, supprimant la peur, le doute et le libre arbitre. En gros, désinstallant la personne et installant un virus magique. Elle ajoute que les marchands les élèvent par groupe de 4, les forçant à vivre et s'entraîner ensemble pour qu'ils développent la confiance seulement pour que cette confiance soit complètement détruite plus tard. Au final, un seul enfant est choisi pour l'opération et cet enfant doit tuer les 3 autres comme test final, prouvant qu'il est devenu un soldat sans émotion. Mabel dit qu'elle était considérée comme jetable, alors on lui a donné cette mission comme appât. Et son but officiel est de mourir des mains de Kyle. Mais secrètement, elle prévoit d'atteindre les finales et de tuer Kyle elle-même. Seika découvre la vérité, remarquant ses cheveux teints et ses yeux assortis, réalisant que Kyle est en fait son frère. Elle l'admet et explique qu'avant son opération, son frère lui a dit que s'il devenait quelqu'un d'autre, elle devrait être celle qui l'enverrait au backroom. Elle dit qu'elle ne le reconnaît plus, car le vrai ne tuerait jamais des gens sans raison, alors elle prévoit d'honorer son dernier souhait et de le libérer de ce qu'il est devenu. Seika demande si elle peut même le vaincre, mais elle dit que ça n'a pas d'importance car elle sera éliminée soit au tournoi, soit plus tard quand les marchands se débarrasseront d'elle comme d'une poubelle périmée. Après avoir tout entendu, Seika décide qu'il atteindra les finales lui-même et vaincra Kyle, lui disant qu'elle n'a plus besoin de porter ce fardeau.
Elle ne le croit pas et dit qu'il est trop tard pour elle, puisque sa vie a été décidée il y a longtemps. Mais Seika insiste qu'elle peut encore vivre librement et retourner à l'académie, promettant de la protéger. Le lendemain, leur match de demi-finale commence et Mabel apparaît avec une énorme hache de guerre, abandonnant enfin l'acte de fausse héroïne et révélant son vrai style de combat. Elle attaque immédiatement, mais Seika esquive tout. Il riposte avec des pierres et des vignes, la testant, mais elle continue de résister jusqu'à ce qu'il augmente secrètement le poids de sa hache 1000 fois, la ralentissant puis renforce ses vignes avec du mercure. Seika saisit l'énorme hache de Mabel et elle lui dit que c'est inutile car l'arme est bien trop lourde pour qu'il puisse même la bouger. Cependant, Seika utilise un de ses talismans pour réduire son poids, la soulève facilement et met fin au match là même. Seika est déclaré vainqueur et après il la rassure, lui disant de lui laisser Kyle parce que c'est lui le personnage principal ici. En finale, Seika affronte Kyle et s'excuse d'avoir interféré avec leur plan. Mais Kyle ne s'en soucie pas du tout et se concentre uniquement sur le fait que Mabel est toujours en vie. Puisque sa mission n'est pas terminée tant qu'il ne l'a pas tué, Seika essaie de le raisonner, mais Kyle refuse d'écouter. Le combat commence et Seika invoque immédiatement une épaisse brume rouge pour bloquer sa vision puis attaque avec des flammes. Mais la magie de la gravité de Kyle le protège facilement. Seika change ensuite de tactique et le lie à nouveau avec les vignes infusées de mercure, mais Kyle s'échappe en utilisant la magie de l'ombre et continue d'avancer comme le Terminator. Seika invoque ensuite une porte et appelle un Minotaure géant et les ombres de Kyle n'ont aucun effet sur lui, alors le Minotaure le domine instantanément. Seika dit même que si Kyle pouvait encore ressentir la peur, il n'aurait jamais choisi cette voie. Seika prévoit de le laisser vivre, mais soudainement Kyle est frappé par une malédiction et Seika la bloque trop tard, Kyle crachant déjà du sang à cause des dégâts. Kyle utilise ses derniers instants pour envoyer un dernier message à Mabel. Seika n'accepte pas le résultat et tente une technique interdite pour le ranimer, mais Yuki le prévient que ça attirerait des ennuis, lui rappelant ses galères d'avant, alors il se retient de justesse. Après le combat, Seika annonce que Kyle a été réduit en miettes et tous le croient, le déclarant vainqueur du tournoi. En réalité, il compte enterrer le corps de Kyle pour que Mabel puisse lui faire ses adieux dignement. Seika transmet le dernier message de Kyle où il s'excuse pour un trèfle à 4 feuilles. Mabel se remémore leur enfance, surtout quand il a cassé sa barrette trèfle, et elle s'effondre enfin, acceptant sa mort, le cœur brisé. Elle se sent enfin soulagée quand Seika lui dit qu'elle peut retourner à l'académie en toute sécurité sans être une assassin sans âme. En sortant, Enmu défie Mabel à un autre combat et révèle qu'elle maîtrise désormais la magie de gravité, la laissant bouche bée. Cependant, les deux commencent doucement à s'entendre au lieu de vouloir s'arracher les yeux. Plus tard, la directrice révèle qu'elle avait tout planifié pour que Seika sauve Mabel, avouant avoir vécu plus de 3 siècles et sachant déjà qu'il n'était pas un noble raté lambda. Mabel reprend sa vie normale mais galère avec les études. Quand Seika la pousse à préparer ses examens, elle tente de s'échapper jusqu'à ce que Ifa lui révèle qu'il a été plutôt indulgent avec elle tout ce temps. Quelques jours plus tard, au réfectoire, Seika dîne avec les filles qui l'interrogent sur ses plans pour les grandes vacances. Il leur raconte alors qu'un dragon, à la demande de Blaze, doit être investigué pour le royaume d'Astéria. Après que Ifa ait dit que c'était sûrement grâce à ses notes de génie, les filles demandent si elles peuvent l'accompagner, mais Seika leur dit de rentrer chez elle, sans réaliser qu'elles rêvent toutes les deux de se glisser dans ses draps royaux. Juste à ce moment, le prince Cecilio d'Astéria entre avec son assistante, une elfe canon nommée Lies. Il se dirige aussitôt vers Seika qui lui dit qu'ils auraient pu simplement l'appeler. Après que Cecilio ait expliqué qu'il visitait l'académie, il aperçoit Ifa et commence aussitôt à lui balancer des phrases de drague à l'appel, un vrai lourd. Cependant, le vrai choc arrive quand il lui demande de rejoindre son harem. Ifa répond vite qu'elle est l'esclave de Seika, mais Cecilio assure que ce n'est pas un problème, car il peut facilement payer n'importe quel prix que Seika nommera, juste au moment où Seika tente d'expliquer qu'elle n'est pas à vendre. Lee suggère de poursuivre cette conversation ailleurs. Quelques minutes plus tard, dans une pièce privée, Cecilio explique que le dragon qui embête sa nation a en fait déjà collaboré avec eux par le passé. Son récent changement de comportement a laissé tout le monde perplexe. Et bien qu'il n'ait pas causé beaucoup de dégâts, ils veulent régler le problème avant qu'il ne devienne ingérable. Seika demande alors comment les dragons ont commencé à vivre en paix avec eux. Cecilio explique qu'il aurait été éclos par une ancienne reine d'Astéria. Après avoir de nouveau aperçu Ifa, il suggère d'organiser un dîner, mais Lies lui dit de garder ses hormones sous contrôle. Bien plus tard, Seika est sur le chemin du retour quand Amu et Mabel le traînent dans les buissons pour lui soutirer le moindre détail de sa discussion avec Cecilio. Elles veulent surtout savoir ce qu'il veut avec Ifa. Seika admet qu'il l'apprécie beaucoup avant d'ajouter qu'il ne veut pas se mettre en travers de son chemin si elle souhaite rejoindre le harem du prince. Emu et Mabel lui disent immédiatement de ne surtout pas dire ça à Ifa car elle risquerait de mal interpréter ses propos. Seika accepte. Le lendemain, il rejoint Ifa dans une calèche pour un voyage vers Astoria.
Comme à son habitude, il en a vite marre d'être sur la route, mais quand Ifa lui dit que Cecilio l'a invité dans sa calèche, son sang se remet à bouillir. Elle ajoute aussi que c'est plutôt agréable d'être considéré pour le harem de Cecilio, ce qui trouble Seika car il n'a jamais ressenti la jalousie auparavant. Quelques jours plus tard, ils arrivent enfin à Astyria et juste au moment où ils descendent des calèches, le dragon fait son apparition. Alors que Cecilio explique comment il perturbe le commerce local, la créature fonce droit sur eux. L'instant d'après, un tigre de lave colossal apparaît et chasse le dragon avant de fixer Ifa du regard. Il charge soudainement vers elle, mais Seika utilise un puissant sort de glace pour le maintenir en place. Cependant, son armure volcanique commence à faire fondre la glace, alors Seika se prépare à un vrai combat, mais un invocateur nommé Zect parvient à reprendre le contrôle de la bête. Cecilio exige alors de savoir pourquoi son monstre de mort est autorisé à se balader en liberté. Zect explique que le dragon a commencé à attaquer les gens pendant son absence. Cecilio le présente ensuite comme le chef d'un groupe de mercenaires qu'il a engagé pour oxyre le dragon. Naturellement, Seika s'inquiète qu'il prenne une solution si radicale pour résoudre le problème, mais Zek l'interrompt pour dire à Seika qu'il peut facilement zigouiller un dragon. Furieux, Seika le prévient de tenir ses petites bêtes en laisse car il ne sera pas si gentil la prochaine fois que l'une d'elles attaquera. Après avoir dit à Zek de s'en aller, Cecilio prévient Seika qu'il est dangereux de provoquer un voyou de son acabit. Seika s'excuse, cependant, il reste toujours opposé à l'idée de tuer le dragon car il est un symbole d'harmonie pour leur royaume depuis de nombreuses années. Après avoir appris que Cecilio n'a même pas informé la reine ni ses sujets, Seika est encore plus en désaccord. Cependant, Cecilio affirme que la décision lui appartient car c'est sa ville qui est constamment attaquée jour après jour. Là-dessus, Seika admet qu'il a peut-être dépassé les bornes. Il s'approche de Ifa et lui demande pourquoi elle est restée là, figée comme un glaçon humain, pendant l'attaque du tigre. Alors qu'il la réprimande de ne pas être restée alerte, Cecilio lui dit d'arrêter d'être si dur avec elle, mais Seika lui rétorque de ne pas s'en mêler. Alors qu'ils s'en vont, il se remémore le jour où Mizushi a croqué un de ses élèves et décide d'entraîner Ifa beaucoup plus durement pour qu'elle ne finisse pas dans la même situation. Le lendemain, après des heures de recherche acharnée, ils trouvent au Uso-2 des archives précises sur l'histoire du dragon. Tout a commencé lorsqu'une ancienne reine a fait éclore un œuf de dragon femelle et l'a élevé pour qu'elle vive paisiblement avec les gens du pays. Au fil des ans, un dragon mâle l'a rejointe dans la montagne et ensemble, ils ont donné naissance à un autre œuf de dragon. Cependant, cela remonte à plus d'un siècle. Le premier dragon est désormais mort, tandis que sa progéniture est partie il y a des décennies. Ifa suppose alors que le dragon mâle s'en prend à tout le monde parce qu'il est tout seul, mais Seika décide d'aller voir par lui-même, histoire d'en avoir le cœur net. Ifa s'inquiète que le dragon soit trop puissant, mais Seika dit qu'il veut juste jeter un œil. Elle propose alors de l'accompagner. Quand il lui dit de ne pas s'embêter, elle accepte avec un sourire, cachant à quel point elle se sent vraiment mal. Plus tard cette nuit-là, Ifa se présente dans la chambre de Seika pour lui annoncer que Cecilio l'a convoquée dans ses appartements. Après lui avoir dit qu'elle n'était pas obligée d'y aller, Seika remarque les larmes dans ses yeux et lui demande si elle veut rester dans sa chambre. Elle dit immédiatement oui jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il n'a qu'un seul lit, mais Seika ne bronche pas et propose de le partager avec elle. Quelques instants plus tard, ils sont bien installés pour la nuit, mais Seika demande alors à Ifa ce qu'elle pense de l'offre de Cecilio. Elle est perplexe qu'il pose même cette question, alors il dit que ce ne serait pas une si mauvaise offre si elle est intéressée. Cela la contrarie et elle lui demande s'il ne se soucie vraiment pas qu'elle rejoigne le harem de Cecilio. Seika admet alors qu'elle lui manquerait, mais ajoute aussi qu'elle doit faire ses propres choix, en toute liberté. Le lendemain matin, Yuki réveille Seika et lui dit d'être plus gentille avec la pauvre Ifa, car elle l'aime de toute évidence. Seika en doute, affirmant qu'elle n'est attachée que parce qu'ils ont grandi ensemble, mais Yuki l'assure qu'elle a de vrais sentiments pour lui. Quelques minutes plus tard, Seika trouve Cecilio sur un balcon et lui demande pourquoi il est si obsédé par Ifa. Cecilio répond alors qu'elle semble être une dame vraiment sage, en plus d'être incroyablement canon. Quand il propose de payer n'importe quel prix pour elle, Seika dit que c'est entièrement à Ifa de décider si elle veut rejoindre son harem. Il parle également à Cecilio de son plan pour aller voir le dragon. Cecilio lui souhaite bonne chance tout en concoctant déjà un nouveau plan pour Ifa. Après le départ de Seika, Lies trouve Ifa et l'emmène sur un balcon surplombant l'intégralité du royaume. Là, elle explique que l'immense énergie magique d'Asteria est la raison pour laquelle le dragon la garde. Ifa tente de faire l'ignorante en matière de magie, mais Lies lui dit d'arrêter la comédie, car il était facile de voir qu'elle a du sang d'elfe dans les veines. Elle dit ensuite à Ifa de quitter Seika et de rejoindre le harem, car Seika est littéralement un monstre sous forme humaine. Elle insiste sur le fait qu'il est dangereux, mais Ifa refuse d'accepter cela et affirme avoir passé toute sa vie avec Seika. Lys demande alors s'il est vraiment le fils de Blaze, et après que Ifa ait dit que personne ne connaît sa mère, Lys suggère qu'il pourrait être un demi-démon. Cela expliquerait pourquoi les élémentaires l'évitent, mais Ifa ne veut toujours pas envisager que Seika puisse être mauvais pour elle.
Pendant ce temps, Seika vient d'atteindre le sommet de la montagne avec l'aide de l'un de ses Hayashiki. Après l'avoir renvoyé, il s'approche tranquillement du dragon et lui dit bonjour. Le dragon attaque immédiatement, mais il évite facilement ses assauts et invoque un autre Hayashiki pour le clouer au sol. Après avoir utilisé un filet pour le maintenir en place, il entre dans le nid et aperçoit un œuf. Yuuki est confuse car le dragon est un mâle. Seika explique alors que les dragons peuvent en fait échanger leur rôle en fonction de leur environnement. Puisque la dragonne a cassé sa pipe il y a un moment, le mâle a probablement échangé ses rôles pour porter une progéniture. Il réalise alors qu'il attaquait à cause de l'œuf et décide de l'aider à l'incuber. Pendant ce temps, Lies vient d'emmener Yifa dans le harem de Cecilio pour lui montrer ce qu'elle est en train de rater. Il s'avère qu'il y a tout un tas de jolies femmes entraînées pour rejoindre le cercle politique du pays. Elles semblent aussi sincèrement ravies d'être l'une des nombreuses concubines de Cecilio, alors Yifa essaie de garder l'esprit ouvert. D'un autre côté, Seika continue de garder l'œuf au chaud et commence à en avoir un peu marre. Quand il essaie de partir, le dragon le retient car il n'est pas encore prêt à être un parent responsable. Juste à ce moment, Lies emmène Yifa sur le balcon où Cecilio l'attend avec 2 officiels. Ils expliquent qu'obtenir son empreinte digitale sur un document et payer une certaine somme suffiront à acheter sa liberté. En entendant cela, Yifa dit qu'ils ont besoin de la permission de Seika pour le faire, mais Cecilio affirme qu'il peut facilement outrepasser l'autorité de Seika. Il explique aussi qu'il achète simplement sa liberté afin qu'elle n'ait plus à être son esclave. Et si cela devient un problème, il pourra toujours payer le prix que Seika demandera. Après y avoir réfléchi, Yifa refuse et dit qu'elle préférerait attendre Seika, mais les officiels disent alors à Cecilio de forcer Yifa. Ils affirment qu'elle sera reconnaissante à l'avenir. Alors Cecilio ordonne aux gardes de la saisir. Yifa essaie immédiatement d'utiliser les élémentaires, mais Lies utilise une barrière pour maintenir les élémentaires éloignés d'elle. Elle coupe ensuite le pouce de Yifa afin qu'il puisse utiliser son sang pour l'empreinte digitale. Cependant, juste au moment où elle essaye d'obtenir l'empreinte, Seika revient avec le dragon et explique ce qui s'est passé avec l'œuf, donc ils n'ont plus à s'en inquiéter. Cependant, il a besoin de quelqu'un maîtrisant la magie du feu pour garder l'œuf au chaud, et comme Yifa est la seule, il part avec elle. Quelques minutes plus tard, ils sont de retour au nid du dragon, mais le tigre enflammé de tout à l'heure attaque de nouveau. Après avoir utilisé la même technique de glace pour le piéger, Seika dit à Zek et à sa bande d'arrêter de se cacher car il sait déjà qu'ils sont après l'œuf. Zek sort alors et admet qu'il trompait Cecilio en essayant de voler l'œuf, ce qui est la raison pour laquelle le dragon a commencé à attaquer. Quand Seika lui dit d'oublier l'idée de l'obtenir, Zek rit et ordonne au tigre d'attaquer de nouveau. Cependant, il est soudainement pulvérisé par un puissant sort, et Seika est choqué de voir Yifa afficher une telle confiance. Zek envoie alors ses hommes les attaquer, mais cette fois, Seika utilise un unique sort de flamme blanche pour réduire le tigre en cendres. Comme si ça ne suffisait pas, le dragon revient, alors les hommes de Zek tentent de s'échapper, mais Seika les capture tous. Là-dessus, il essaie de faire exploser la montagne, mais Yifa incinère son grimoire. Bien plus tard, après avoir fait enfermer Zect et ses hommes, Seika dit à Cecilio qu'il n'a qu'à aider le dragon à faire éclore son œuf pour restaurer leur relation paisible. Étonnamment, Cecilio lui dit de zigouiller le dragon et affirme qu'il doit accomplir quelque chose de grand pour assurer sa prétention au trône. Après le refus de Seika, Cecilio ordonne à ses hommes d'arrêter Seika pour avoir utilisé sa magie et rendu le dragon erratique. Seika essaie d'abord de maîtriser sa colère, mais Cecilio dit alors à Yifa qu'elle peut enfin rejoindre son harem. Alors qu'il s'approche pour la saisir, Seika perd les pédales et traite Cecilio de minable, un débutant sans aucune légitimité à viser le trône puisqu'il ne sait visiblement pas être un vrai leader. Après qu'il ait refusé de laisser Yifa rester avec quelqu'un d'aussi fourbe que lui, Lies dit aux gardes de lâcher leurs armes. Elle dit ensuite à Cecilio d'apprendre à accepter une défaite, et après que Yifa ait respectueusement refusé son offre, Lies demande à lui parler en privé. Une fois dehors, elle dit à Yifa que son amour pour Seika est très évident, même si elle essaie de le nier. Elle dessine ensuite un insigne spécial pour donner à Yifa l'accès à davantage d'élémentaires. Sur le chemin du retour vers l'académie, Seika demande à Yifa quel type d'homme elle voudrait épouser. Elle le décrit alors, mais il lui dit d'être un peu réaliste car le gars qu'elle vient de décrire semble trop beau pour être vrai. Ailleurs, un jeune garçon solitaire observe avec horreur une équipe de démons menée par un certain Zormim anéantir ses bêtes invoquées. Quand Zormim promet de lui épargner la vie en échange des informations partagées, le garçon refuse de le croire et invoque un cyclope colossal pour le défendre. Cependant, Zormim le vainc facilement et dit aux autres de se partager le corps du garçon comme un bon steak wagyu. Au château, la princesse est approchée par 2 gentilshommes qui lui disent qu'il est temps de se préparer à partir et elle approuve. De retour à l'académie, Seika dit à Amu qu'il veut qu'elle rencontre sa famille, mais elle pense aussitôt à une sorte de demande en mariage. Yifa empire les choses en donnant sa bénédiction, comme si elle n'était pas du tout tiraillée, mais Seika lui dit que ce n'est rien de tout ça. Il explique qu'il rentre juste chez lui pour les vacances de printemps et que son père veut rencontrer cet épéiste qui peut utiliser chaque élément comme s'il s'agissait des pierres d'infinité.
Emu pousse un soupir de soulagement, pas de mariage en vue, et accepte. Seika invite Mabel aussi, lui disant que son père adorerait rencontrer la fille du baron Crâne, alors elle accepte également. Plus tard, quand il est seul avec Yuki, Seika admet qu'il n'est pas du tout excité à l'idée de rentrer chez lui, car quelqu'un d'autre l'attend là-bas aussi, quelqu'un de vraiment important. Plus tard, à leur arrivée, ils sont accueillis par le père de Seika et son grand frère, Luft. Seika présente sa propre équipe et Yifa retrouve enfin son père, Etis. Leurs retrouvailles sont interrompues quand Glai apparaît de nulle part, portant toujours le traumatisme d'avoir perdu sa place à l'académie face à Seika. Mais Glai surprend tout le monde en remerciant Seika, car perdre cette place l'a poussé à rejoindre l'armée à la place, ce qui lui a plutôt bien réussi. Mais même ainsi, il n'a toujours pas oublié l'humiliation, alors il exige un duel avec Seika, bien déterminé à prendre sa revanche. Amu demande à Yifa si c'est le voyou qui les harcelait. Quand elle répond oui, elle intervient immédiatement pour combattre Glai elle-même, et Seika accepte de défier Glai seulement si Amu perd, ce qui montre déjà qu'il a une confiance totale en elle. Seika annonce qu'aucune magie ne sera utilisée dans ce combat et sur ces mots, la confrontation commence. Amu attaque agressivement tandis que Glai essaie de suivre le rythme et glisse soudainement, offrant à Amu la chance parfaite d'en finir rapidement. Juste au moment où elle s'apprête à le mettre en difficulté, Glai chante quelque chose puis la désarme immédiatement. Amu l'accuse de tricher en utilisant la magie, mais Glai lui dit qu'il n'a en fait rien lancé, ce qui signifie qu'il l'a juste bluffé et battu mentalement. Glai exige alors de combattre Seika directement, cherchant toujours à restaurer son honneur tel un Zuko, mais avant que le combat ne puisse commencer, la princesse Fiona apparaît soudainement et arrête tout instantanément, et Glai obéit sans discuter, ce qui choque Seika car c'est vraiment inhabituel de sa part. Glai la présente comme la princesse Fiona Ergalaglav, la princesse sacrée, et tout le monde est choqué car la royauté qui débarque de cette manière, ce n'est jamais normal, c'est même un événement. Alors qu'ils entrent, Yuki demande ce que signifie réellement une princesse sacrée, car le titre semble tout droit sorti d'un jeu de rôle. Seika explique que ce n'est pas un titre officiel, mais qu'elle est née de l'empereur et d'une prêtresse, ce qui signifie qu'elle porte à la fois du sang royal et sacré, ayant en gros gagné la loterie de la naissance sans même y penser. Amu se demande pourquoi quelqu'un comme elle viendrait jusqu'ici, et il devient clair que la princesse voulait spécifiquement rencontrer Seika. Elle leur a demandé d'être ses chevaliers sacrés, ajoutant qu'elle compte rester quelques jours et qu'elle veut qu'il l'escorte jusqu'à la capitale. Après son départ, Amu commence à interroger Seika, clairement suspicieuse quant à la façon dont il savait que la princesse allait apparaître, comme s'il possédait une boule de cristal magique. Plus tard, ils dînent ensemble et pendant qu'ils parlent, le père de Seika a un flashback. Il est dans sa bibliothèque et demande à Edis de parler librement puisque personne d'autre n'est là. Il lui demande s'il est contrarié que Yifa ait été envoyé à l'académie, et Edis admet qu'il n'est pas fâché par l'académie en soi, mais il déteste que sa fille serve Seika. Puisqu'il trouve Seika louche et très susceptible de monter un harem, son père le défend, affirmant qu'il se débrouille très bien à l'académie. De retour au présent, le père de Seika le félicite d'avoir géré la situation en Astéria, et sa mère lui dit d'écrire plus souvent à la maison. Ce qui choque Seika car elle a passé toute sa vie à agir comme s'il était invisible, et maintenant elle se souvient soudainement qu'il existe. Plus tard cette nuit-là, Amu rend visite à Seika dans sa chambre car elle veut juste passer du temps avec lui. Elle lui demande ce qu'il compte faire après l'obtention de son diplôme. Elle parle de redevenir aventurière car rester tranquille n'est clairement pas son truc. Et Seika se souvient du moment où ils étaient piégés ensemble dans le donjon quand il lui avait promis de partir à l'aventure avec elle. Contrairement à la plupart des gens qui font des promesses et les oublient, il compte bien les tenir, décidant qu'il deviendra lui aussi un aventurier. Emu est surprise qu'il ait pris cela au sérieux, mais elle est heureuse de savoir qu'ils resteront ensemble. Le lendemain, Seika fait visiter la ville à Fiona, tandis que Glai lui rappelle qu'ils ont laissé les autres chevaliers derrière eux, ce qui signifie qu'ils portent désormais la responsabilité de protéger la royauté en personne. Fiona lui prend la main pour ne pas se perdre, et ils traversent le marché, attirant instantanément l'attention, car une princesse qui se balade tranquillement, ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Ils essaient différentes spécialités, mais leur paisible excursion est interrompue lorsqu'une bûche de bois géante tombe d'un chantier de construction voisin. Glai réagit instantanément et la détruit avec sa magie, tandis qu'Amu crée un bouclier golem pour protéger Seika et la princesse des débris qui tombent. Seika les remercie, mais Fiona est agacée qu'il n'ait pas montré ses super pouvoirs de héros. Plus tard, Seika lui achète une petite écharpe et l'aide à la mettre, et quand elle se demande comment elle est, il crée un miroir magique pour elle. Goli lui dit qu'il utilise toujours une magie étrange, mais Fiona adore le geste. Le lendemain matin, la princesse part à la recherche de Seika comme si c'était un jeu de cache-cache royal, mais Seika utilise ses talismans pour l'éviter complètement, car il est allergique aux interactions sociales.
Yuki s'interroge sur le fonctionnement de la prescience de la princesse car cela ressemble à sa propre divination. Seika lui explique que la divination est en fait très limitée. Elle ne fait qu'utiliser des indices et des outils disponibles pour prédire des issues possibles, ce qui en fait plus une sorte de devinette éclairée si vous voulez. Mais la capacité de la princesse est totalement différente car elle voit les choses directement sans se fier à quoi que ce soit, ce qui la rend bien plus dangereuse. Alors qu'elle se promène, Amu passe par là et Seiko surgit soudainement des buissons, la faisant sursauter comme une farce d'Halloween un peu trop réussie. Elle révèle qu'elle a encore perdu contre Glai, ce qui déconcerte Seika car, en termes de force brute, elle devrait le battre sans problème. Cela signifie clairement que Glai a progressé, tandis qu'elle est restée bloquée au même niveau. Elle raconte que la princesse est assise seule à jouer aux échecs, ce qui la rend vraiment triste à voir. Alors, Seika décide de la rejoindre par pure curiosité. Il s'avère que personne d'autre ne veut jouer contre elle, alors elle lui demande s'il sait jouer, et Seika, modeste, répond qu'il n'est qu'un simple débutant. La princesse lui donne un handicap et retire toutes ses pièces majeures, ne laissant que des pions, se nerfant elle-même en quelque sorte juste pour équilibrer les choses. Seiko suppose que le match sera facile, mais elle pimente soudainement le jeu en ajoutant un pari, le vainqueur pourra demander n'importe quoi au perdant. Elle le rassure en lui disant qu'il peut refuser si la demande va trop loin, alors il accepte et ils commencent à jouer. Pendant la partie, elle lui demande quelle est, selon lui, la pièce la plus forte, et au lieu de donner la réponse évidente, il affirme que ce sont les joueurs eux-mêmes qui sont les plus puissants, puisqu'il contrôle non seulement les soldats mais aussi les rois, ajoutant que les politiciens qui ne peuvent pas être tués sont les plus puissants. La princesse est d'accord mais va plus loin, expliquant que la plupart des gens pensent que le roi ou les chevaliers dragons sont les plus forts, mais elle croit que le vrai pouvoir vient de ceux qui ne sont même pas sur l'échiquier, c'est-à-dire les gens ordinaires du pays. Elle explique qu'elle n'a jamais eu le soutien du roi ou des chevaliers, alors elle a gagné celui des masses à la place, faisant confiance à leur loyauté pour la porter. Seika réalise que cette confiance vient probablement de sa prescience et elle est surprise qu'il soit au courant. Elle lui demande si Glai le lui a dit, il confirme et elle lui dit qu'elle est reconnaissante envers Glai de le lui avoir révélé, ajoutant qu'elle connaît la raison pour laquelle ce pouvoir lui a été donné et qu'elle est bien déterminée à l'utiliser à bon escient. Voyant qu'il allait perdre de toute façon, Seika abandonne la partie prématurément et la princesse précise qu'elle n'utiliserait jamais sa prescience pour rendre le jeu injuste. La princesse admet ensuite qu'elle souhaite son soutien, voyant clairement sa valeur, et Seika s'enquiert immédiatement de ses véritables intentions, car il sait que s'impliquer avec elle lui apportera assurément des ennuis. Elle lui dit qu'elle veut sauver quelqu'un, puis décrit une vision de jeunes gens jouant près d'un immense trou sans le remarquer, ce qui signifie qu'ils finiront par y tomber en menant leur vie normale, et elle veut absolument empêcher que cela n'arrive. Elle admet qu'elle ne peut pas tout expliquer clairement car en révéler trop pourrait changer le futur lui-même, mais malgré tout, Seika accepte d'aider de toutes les manières possibles. Bientôt, il est temps de retourner à la capitale et Luft vient les saluer tel le grand frère fiable qu'il est. Mabel se plaint de partir car elle commençait tout juste à profiter de ses paisibles vacances, mais Seika lui rappelle qu'elle a des études à reprendre. Ils commencent leur voyage et Seika monte dans la même calèche que Glai et la princesse car c'est la plus stable de toutes. Glai trouve surprenant que Seika ait même des faiblesses, s'attendant probablement à ce qu'il soit parfait en tout, tandis que Seika surveille la caravane. Soudain, une explosion frappe l'une des calèches, mais il s'avère que c'est un leurre, ce qui signifie que quelqu'un a clairement planifié cette attaque avec soin au lieu d'agir comme de vulgaires idiots. Après que Seika soit sorti et ait vu des bandits les encercler, le chef des bandits ordonne à ses hommes de tirer des flèches sur Seika, pensant probablement qu'il n'est qu'un autre mage fragile. Mais Seika crée immédiatement un nuage magnétique qui arrête chaque flèche sans effort, rendant leur tir totalement inutile. Les bandits essaient ensuite d'utiliser la magie de la terre, mais Seika bloque tout avec sa barrière, comme s'il chassait de simples moucherons. Glai et les chevaliers commencent à riposter correctement, tandis que la princesse demande que les bandits soient capturés vivants. Alors, Seika utilise ses lianes pour attraper chaque bandit d'un coup, mettant fin au combat sur le champ. Après coup, tout le monde se demande pourquoi les bandits ont attaqué un convoi aussi lourdement gardé, car le plan n'a aucun sens, à moins qu'il n'ait été désespéré ou stupide. La princesse remercie Seika de son aide, et quand il lui demande si elle savait qui les avait envoyés, elle révèle qu'elle a bien trop d'ennemis, donc elle ne peut pas vraiment réduire la liste. Elle ajoute qu'elle avait déjà anticipé cette attaque et préparé des calèches de rechange pour ramener les bandits capturés pour interrogatoire, faisant étalage de sa prescience une fois de plus. Seika s'inquiète du risque de les garder en vie, mais elle lui dit que les bandits attendent des renforts qui ne viendront jamais, ce qui signifie qu'ils ont perdu sans même s'en rendre compte. Plus tard, ils arrivent enfin à la capitale et se séparent. Elle les remercie encore, rappelant à Seika qu'elle est toujours de son côté. Ailleurs, les démons continuent d'avancer vers la capitale avec un seul objectif en tête, éliminer le héros. Quelques jours plus tard, Seika est de retour à l'académie, où on lui annonce qu'il doit représenter le corps étudiant, ce qu'il accepte. Cependant, en sortant, Yuki lui demande si c'était une décision judicieuse, étant donné que son truc c'est d'être le maître des marionnettes œuvrant dans l'ombre.
Seika répond qu'il compte en fait agir comme un étudiant ordinaire cherchant à progresser comme tout le monde, cela le rendra beaucoup moins suspect, mais Yuki craint toujours que ses véritables pouvoirs ne le trahissent. Seika dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter car il peut facilement gérer n'importe quel problème sans attirer l'attention sur lui. Juste à ce moment-là, il sent quelque chose d'étrange et dit à Yuki de rester près de lui. Au même moment, les démons de Zormund apparaissent au mur de la ville pour leur mission. Après avoir bien observé les environs, il devient mal à l'aise et se demande pourquoi ils s'inquiètent alors qu'ils n'ont qu'à éliminer une simple gamine. Il écarte rapidement cette inquiétude et assure aux autres que ce sera une mission sans accroc, puisqu'ils n'ont qu'à rassembler tous les étudiants pour un petit massacre rapide. Une fois qu'il les téléporte dans l'académie, un épais brouillard recouvre tout. Mais personne ne donne l'alerte pensant que c'est juste le temps. Cependant, Mabel repère bientôt Murtarev et sait instinctivement qu'il est une menace, alors elle attaque. Le fou, assoiffé de sang, parvient à survivre à ses attaques et réalise qu'elle est incroyablement douée, alors il la félicite. Après avoir perdu sa hache, elle lance des couteaux imprégnés de magie qui le lient, mais Murtarev parvient tout de même à se libérer. Mabel tente une fois de plus d'utiliser ses couteaux contre lui, mais Murtarev les bloque et l'attaque. Cependant, une fois la poussière retombée, Mabel semble disparaître. Quelques instants plus tard, les démons remarquent tous qu'ils ne sont pas au bon endroit, avec des Shikigami à la place de leur cible. Alors qu'ils essaient de comprendre ce qui vient de se passer, Seika apparaît sur un cercle magique. Zormim scanne instinctivement ses capacités et est choqué par ce qu'il voit. Seika dit alors à Murtarev qu'il est le seul à avoir combattu une vraie personne, car tous les autres n'étaient que ses Shikigami. À cela, Murtarev s'excite et le défie en duel, mais sa tête tombe soudainement comme une boule de bowling. Pilaria voit cela et pense que ce serait une bonne idée d'utiliser son œil maléfique sur Seika. Zormim essaie de l'arrêter, mais il est déjà trop tard car Seika invoque un serpent blanc qui arrête son cœur d'un seul regard. Loni essaie alors de devenir le personnage principal à son tour en utilisant ses capacités de domptage sur le serpent, mais juste au moment où il tente de fuir vers Zormim, le serpent le digère comme des ailes de poulet frites. À ce moment-là, Zormim réalise enfin qu'ils n'ont aucune chance de gagner, alors il dit à Ganis de rentrer chez lui et de dire à tout le monde que le seigneur démon est revenu à la vie et qu'il se range du côté des humains. Ganis essaie de le faire fuir aussi, mais Zormim dit qu'ils ne peuvent pas s'en sortir vivants avant de déchaîner une vague de ses sorts les plus puissants pour arrêter l'une des attaques les plus faibles de Seika. Quelques minutes plus tard, Ganis atteint les bois, le corps couvert de brûlures, et alors qu'il essaie de reprendre son souffle, il voit une entaille soudaine traverser sa poitrine. Il s'avère que Seika avait déjà signé tous leurs arrêts de mort avant même de se montrer. Pour la première fois, Yuki admet qu'elle est absolument terrifiée par lui, car il n'a même pas besoin de sorts pour déchaîner une magie d'une telle magnitude. Juste au moment où Seika répond comme si ce n'était rien du tout, Mabel apparaît et lui demande s'il a vu les assassins qu'elle combattait. Elle réalise alors que son sort pour éloigner les gens n'a pas fonctionné sur elle, car elle était obsédée par l'idée de vaincre Murtarev depuis tout ce temps. Il lui dit ensuite de ne pas s'inquiéter, car c'est déjà réglé, et quand elle lui demande si c'était lui, il lui dit de garder le secret. Quelques minutes plus tard, il rejoint le reste de la bande dans la salle de banquet pour parler du discours d'Amu. Tout à coup, un groupe de chevaliers fait irruption et exige de voir Amu. Une fois qu'elle se révèle, le chevalier en chef déclare qu'elle est en état d'arrestation pour avoir éliminé un émissaire démon. Confuse, Amu demande de quoi diable il parle, mais ils la saisissent rapidement. Yifa et Mabel essaient alors de combattre les chevaliers, mais Seika leur dit d'arrêter car Amu sera libéré dès qu'ils prouveront son innocence. Cela rend les gardes fous de rage, alors ils essaient d'arrêter Seika pour avoir trop parlé, mais le chevalier en chef leur dit d'arrêter car tout le monde à l'académie est l'enfant d'un noble respecté. Sur ce, ils partent avec Amu, et Seika rapporte immédiatement ce qui s'est passé à la directrice. Elle explique que tout cela est arrivé parce qu'Amu est la seule qu'ils pensent capable d'avoir arrêté l'attaque démoniaque. Elle l'assure qu'elle fait tout en son pouvoir pour libérer Amu, mais Seika devient soudainement sombre et demande si ses efforts seront suffisants pour sauver Amu avant que ses ennemis ne l'éliminent. Voyant l'expression choquée sur son visage, Seika s'excuse d'être si directe et part retrouver Mabel et Yifa. Elles sont toutes deux également désespérées d'obtenir des réponses, mais Seika dit calmement qu'elles n'ont rien à craindre puisque la directrice travaille déjà à libérer Amu. Choquée, elle lui demande toutes deux s'ils comptent rester les bras croisés et espérer qu'Amu revienne saine et sauve, mais Seika insiste sur le fait que tout va s'arranger. Quelques minutes plus tard, il se dirige dans les bois et invoque Mizuchi, qui essaie alors de s'enfuir à nouveau. Cette fois, Seika lui ordonne de revenir, mais au moment où il revient, Yuki demande la permission de parler avant de dire qu'il devrait oublier Amu s'il veut vraiment éviter une répétition de sa vie antérieure. Curieux, Seika lui dit de continuer, alors elle explique comment tenter de libérer Amu le mettra évidemment sous les feux de la rampe qu'il a toujours cherché à éviter. Il ira aussi à l'encontre de l'Empire, ce qui fera de lui un ennemi, mais Seika en a marre de ses jérémiades et lui dit de retourner se taire.
Alors qu'il se dirige vers la prison de l'Empire, Amu se demande si elle reverra un jour ses amis avant d'apercevoir un visage familier. Quelques instants plus tard, Seika atteint l'espace aérien de la prison, alors il utilise ses Shikigami pour cartographier toute l'installation avant de les utiliser comme escalier pour descendre. Après qu'il se soit moqué de la piètre sécurité aérienne, un garde le voit et donne immédiatement l'alarme. En quelques secondes, Seika est encerclé, mais alors que les archers tirent leurs flèches, il les disperse d'un coup de vent puissant. Quand ils essaient d'attaquer à nouveau, il transforme ses Shikigami en rochers pour les écraser. Sur ce, il s'enfonce plus profondément dans l'installation, mais un autre groupe de chevaliers apparaît, alors il invoque un Ayashiki psychotique qui tranche leur corps comme du beurre. Seika se joint également à la fête en incinérant les soldats avec ses flammes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Quand il atteint enfin la cellule d'Amu et fait fondre les barreaux, elle s'inquiète de ce que cela pourrait signifier pour sa famille. Seika s'en moque cependant, alors elle insiste pour qu'il retourne à l'académie afin qu'elle puisse trouver un meilleur moyen de retrouver sa liberté, c'est-à-dire jusqu'à ce que Seika dise qu'il prévoit de l'éliminer à cause du pouvoir qu'elle possède. Au moment où Amu demande de quoi il parle, il sent quelqu'un et attaque, mais ce n'est que Glai. Quand Glai demande ce qu'il fetch, Seika lui demande s'il veut à nouveau ce duel, mais Fiona apparaît pour arrêter tout autre bain de sang. Seika exige alors de connaître la vérité sur leur plan concernant Amu, alors Fiona commence par expliquer comment être le héros la rend une menace bien plus grande qu'il ne pourrait l'imaginer. Au début, tout le monde était ravi d'apprendre que le héros était probablement revenu, mais avec le temps, il est devenu évident que la présence du héros signifiait l'arrivée de la guerre. C'est pourquoi les démons continuaient d'envoyer des assassins, car eux aussi essaient d'éviter la guerre. L'existence continue d'Amu peut déclencher une guerre à tout moment, et donc certaines personnes de l'Empire préféreraient qu'elle soit prise en charge en secret. Seika sait déjà tout cela, alors il demande s'ils vont sérieusement l'éliminer pour une vie qu'elle n'a pas choisie. Fiona lui dit alors qu'Amu n'a même pas encore atteint ses vrais pouvoirs parce qu'il continue de la protéger des puissants ennemis envoyés pour l'attaquer. Quand elle le supplie de partir et promet de ramener Amu à l'académie en toute sécurité, Amu essaie de lui dire comment Fiona et Glai lui ont tenu compagnie. Cependant, Seika lui dit de se taire et affirme qu'il ne peut pas faire confiance à Fiona car elle n'est devenue leur amie que pour ce moment précis. Fiona a le cœur brisé par cela, mais elle s'y attendait aussi, alors elle dit à Glai de rappeler les chevaliers qui attendent dehors pendant qu'elle emmène Seika et Amu à une calèche. Elle a déjà fait des préparatifs pour qu'ils puissent se relocaliser en toute sécurité dans la ville de Ragnar. Après l'avoir remercié, Seika annule tous les dégâts qu'il a causés à l'installation et soigne également les chevaliers. Cependant, Fiona est furieuse car elle avait déjà prévu de rejeter la faute de l'attaque sur un démon renégat. Elle finit par accepter le geste et leur souhaite bonne chance avant de rentrer à l'intérieur. Quelques instants plus tard, Amu essaie de parler de ce que ce déménagement signifie pour eux, mais Seika essaie juste de comprendre comment conduire cette vieille calèche rouillée. Pendant ce temps, un démon dans l'ombre de Fiona demande qui diable c'était, car il pouvait sentir le pouvoir de Seika. Quand Fiona dit qu'il est le seigneur démon de cette génération, le démon demande pourquoi il aide le héros. Après avoir dit qu'Amu est son ami proche, Fiona ajoute que Seika aiderait n'importe qui, même si cela le met en danger. Quelques jours plus tard, Fiona écrit à Yifa et Mabel pour les informer de la situation de Seika et Amu. Bien plus tard, Seika et Amu atteignent enfin Rashna et sont surpris de voir Mabel déjà en train de semer le trouble pendant que Yifa essaie d'aggraver la situation. Avec ses filles de nouveau réunies, Seika aura-t-il enfin le temps de leur montrer sa baguette magique ? Commentez partie 2 pour le découvrir et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et d'activer les notifications pour plus de vidéos comme celle-ci.